Alors je m'appelle Jean-Luc Amestoy, je suis accordéoniste et pianiste, surtout accordéoniste. Je joue à Toulouse dans le domaine des musiques vivantes, on va dire. C'est-à-dire que j'accompagne beaucoup des musiciens ou des chanteurs, j'ai ma propre formation. Et ce qui caractérise ma pratique, je pense que c'est que j'improvise énormément, tout le temps. Je suis toujours en complément et voilà, je suis un improvisateur. Depuis peu, ça fait très longtemps que je suis musicien, et depuis peu je suis musicologue, c'est-à-dire que j'ai passé une thèse de doctorat en musicologie, ça fait un peu moins d'un an. Et ça a été le propos de cette soirée, ça a été d'allier pour la première fois en fait la partie artistique et la partie universitaire, et de présenter l'articulation entre les deux projets. Cette idée de conférence, elle m'est venue au fur et à mesure, parce que plus je travaillais ma pratique, plus je jouais, et plus j'avais besoin de mettre des mots. Et donc il y a eu un projet universitaire qui a duré de longues années. Pendant 5 ans, j'ai travaillé là-dessus. Et puis à un moment, j'ai eu envie de le porter au public et de faire connaître ce travail et d'allier les deux parties. La thèse principale de la conférence, c'est de parler de surgissement, de ce qui surgit quand on se laisse aller, quand on est en train d'improviser, qu'est-ce qui nous tombe dessus, dans quelle mesure on n'est pas un récepteur plutôt qu'un producteur de musique. Et c'est toute une réflexion sur le lâcher-prise. Et pour travailler le lâcher-prise, il y avait un angle d'attaque qui peut paraître complètement inattendu. Ça a été de travailler avec des scientifiques qui travaillent sur le comportement animal, et donc de regarder le musicien comme un animal en train de se déplacer. Et du coup, le concept de lâcher prise, ça devient le concept, ça se met en relation avec le concept d'auto-organisation. Donc on a travaillé avec des biologistes qui regardent par exemple des fourmis ou des oiseaux, et puis qui pensent le lien entre la petite échelle de la fourmi et puis la grande échelle de la fourmilière. C'est pareil, quand je travaille, je suis entre la petite échelle du note à note et la grande échelle de ce qui surgit musicalement. Et c'est ce parallèle-là qu'on a travaillé pendant des années, et sur lequel on a bâti un protocole d'étude. Et ça mérite bien une soirée entière pour arriver à expliquer ce parcours entre des choses qui ont l'air très très lointaines. Et c'est tout le charme de la proposition, c'est que les gens s'approprient ces idées avec un peu de lenteur, et qu'ils s'approprient, et que quand ils nous voient jouer réellement, ils se disent « Ah ouais, il s'est passé ça ». Le rapport entre musique et biologie, c'est d'abord la rencontre de biologistes et de physiciens qui bossaient sur l'animal. Et puis le rapprochement entre musique et biologie, c'est simplement qu'on dit qu'on fait de la musique vivante. C'est quoi le processus fondamental qu'on trouve dans le vivant? C'est vraiment cette histoire d'auto-organisation, parce que ça se retrouve à tous les niveaux du vivant, dans les cellules, dans les neurones, dans les fourmis, dans les foules humaines. C'est-à-dire il y a des petites choses qui sont associées, il y a beaucoup d'aléatoires, c'est-à-dire ça se fait au hasard, c'est pas concerté, ça grouille, ça grossit, puis à plus grande échelle, il y a quelque chose qui sort, qui émerge, et c'est une forme, par exemple une fourmilière. Il n'y a pas une fourmi qui a fait les plans et qui a dit aux autres fourmis va faire ceci ou cela, c'est du désordre, et puis c'est de l'anarchie, et puis ça se met à exister.
Et cette anarchie, moi, je la retrouve dans ma pratique de musicien. C'est-à-dire, je ne travaille pas sur la théorie, je me laisse emporter et je me laisse submerger par ce qui arrive. Et le lien, il est par là, quoi. Maintenant, où est la question? Comment se redit la question? La question se dit de la façon suivante. Comment, d'un comportement élémentaire, individuel très simple, je sais marcher, prendre, déposer, comment de là peut émerger des structures complexes, comme on l'a vu, des nids, des choses comme ça, ou des tâches complexes, parce qu'il y a de la coopération dans le travail, il y a de l'organisation du travail, donc on voit des choses assez impressionnantes, de l'aide, des comportements coopératifs. Tout ça, en gros, comment peut émerger ce que l'on va qualifier d'intelligence collective, sachant que l'individu, en tant que tel, n'a pas la possibilité de penser la structure qu'il est en train de produire. Ces conférences, j'ai commencé à les donner assez tôt, avant le départ du travail universitaire. Et je donnais mes intuitions. C'est-à-dire j'ai l'impression que c'est des choses assez hétéroclites. Il y a des voix d'enfants, des voix de radio, il y a des portes qui grincent, il y a des spirales, il y a des animaux, des tourneaux en vol. Au début, c'était très désordonné, très désordonné. Et l'université m'a permis de mettre ça dans une forme de pensée qui permettait après de parler sans être inaudible. Il paraît dans Dimanche Ouest France, seul un quart des personnes interrogées disent avoir confiance dans le gouvernement pour augmenter leur pouvoir d'achat. Bon, maintenant on suit ce musicien, puis on l'écoute explorer un peu son instrument, faire ses gammes. Qu'est-ce que ça va donner? Quelque chose comme ça. Je vous donne la clé. Il paraît dans Dimanche Ouest France, seul un quart des personnes interrogées disent avoir confiance dans le gouvernement pour augmenter leur pouvoir d'achat qui est la principale préoccupation des Français. Et c'est donc 11 points de moins par rapport aux lois d'août. La cote de confiance du gouvernement va se concilier de la lutte contre le chômage, et la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Dans un second temps, on a fait une conférence à deux avec Stéphane Blanco qui est physicien, où lui parlait de l'auto-organisation et moi je donnais mon intuition musicale. Et puis là, le spectateur faisait son marché là-dedans, il en gardait des images. Et là, pour la première fois, j'ai vraiment fait une association de l'université, de ma sensibilité musicale et puis de ma pratique musicale, c'est-à-dire qu'on a une forme en 3 parties. D'abord Stéphane Blanco qui explique le concept d'auto-organisation, moi qui parle de mon intuition, qui raconte avec l'instrument comment ça se pratique, comment ça s'envisage, et puis après un concert normal avec Serge Lopez et Kiko Ruiz, où là on fait notre métier de musicien, et là j'improvise beaucoup parce que je connais que la moitié du répertoire finalement, celui de Serge Lopez, et puis j'improvise sur ce qui est proposé. Et là, c'est du flamenco, c'est la musique pas traditionnelle, mais populaire. Enfin, c'est une musique à la fois très savante et à la fois très populaire. Et du coup, les gens, ils voient ces 3 parties et puis ça fait des liens. On espère que ça fait des liens. La conférence, elle a cette vertu de raconter l'histoire tranquillement, avec du temps. Ça a duré presque 2 heures avec les questions. Et avec du temps et puis avec de la douceur. C'est pas que des théories et des théorèmes. Voilà. C'est aussi de la poésie, de la chaleur. C'est une manière de faire comprendre qu'il y a des fois dans la perception d'un musicien où
l'écoute déborde le cadre de ce qu'on est habitué à connaître et la séparation entre ce qui est musique et ce qui n'est pas musique, elle peut se fragiliser, elle peut devenir autre chose. Je vous fais réécouter cette porte avec le... Donc en fait, j'ai eu des publics assez variés. J'ai eu des mélomanes qui connaissaient Bach très bien. Ben, je fais une conférence Bach. J'ai eu des publics de néophytes complets. J'ai eu des gens qui étaient dans une salle, dans un club de sport. Enfin, j'ai eu des lycéens. Et puis là, au théâtre Jules Julien, c'était un public d'instituteurs principalement. Donc c'est assez ouvert. Mais tout ce que je raconte est très compréhensible, même si j'ai conscience que c'est inattendu. Mais maintenant que je suis docteur, j'assume. Si je regarde un mouton, seul, j'ai un individu à côté, j'ai mis son diagramme. Quand c'est en haut, c'est qu'il est en roue. Quand c'est en bas, c'est qu'il ne broute pas. D'accord? C'est complètement erratique. D'accord? On voit que c'est complètement erratique. C'est impossible de voir une structure. Des fois, il broute, des fois, il ne broute pas. Il fait n'importe quoi. Et donc, vous les mettez ensemble. Et puis là, une organisation, je ne donne pas les mécanismes, bien sûr, une organisation s'opère, une coopération s'opère, et puis, ce qu'on observe, c'est qu'ils vont se mettre à brouter tous ensemble, et puis après, arrêtez tous de brouter, vous les voyez, ils sont tous soit la tête levée, soit tous en bas, avec une régularité incroyable. Avec un cycle, je l'ai mis en bas, le cycle, là, c'est le cycle du bas. Voilà, une régularité incroyable. D'où émerge cette longueur d'onde temporelle? Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça, c'est le non-linéaire. C'est le non-linéaire qui nous fait émerger ça. Donc il faut comprendre ces mécanismes, parce que c'est bien beau, on sait le simuler, mais simuler n'est pas comprendre. Comprendre, le physicien, ce qu'il a besoin, le biologiste, ce qu'il a besoin, c'est de comprendre. C'est-à-dire prendre avec soi. Après, j'ai envie de continuer dans la compréhension de ce qui se passe quand on est musicien face à un collectif. Cette idée phare, finalement, on a travaillé sur les notes de musique, on a fait quelque chose de très austère, de très difficile. Mais la réalité du musicien sur scène, c'est qu'il se confronte à un public, en direct, en acoustique souvent. On fait souvent des concerts complètement acoustiques. Et comment ce public s'agrège, comment ce silence se construit, puis qu'est-ce que ça raconte aux gens. Voilà. Donc de continuer à travailler sur cette idée de collectif, en fait. Parce que ça rejoint des formes de questionnement politique. Qu'est-ce qu'on fait sur cette histoire de collectif? Comment on essaie d'être un peu moins stupide collectivement?